Donc je vais vous présenter une intervention sur les régimes monétaires et leur évaluation par les Autrichiens. Tout d'abord, je tiens à remercier bien sûr les organisateurs de cette conférence pour cette invitation. Et j'entre dans le vif du sujet. Donc lorsque les économistes standards, puisque les Autrichiens se situent toujours par rapport aux économistes standards ou orthodoxes, lorsque les économistes standards parlent de régime monétaire, ils distinguent essentiellement deux grands types de politiques monétaires effectuées par les banques centrales. Donc il y a les politiques discrétionnaires et les politiques fondées sur les règles ou sur un engagement, commitment en anglais, sur un engagement des banques centrales. Et donc ils raisonnent dans le cadre d'un seul type de système monétaire, celui de la monnaie scripturale étatique. Mais dans l'école autrichienne, la notion de régime monétaire doit être comprise dans un sens beaucoup plus large. Alors je commence par préciser un petit peu la terminologie, bon, c'est un peu arbitraire. Donc on peut distinguer entre les systèmes monétaires, donc les ordres monétaires les plus généraux, les plus inclusifs, et à l'intérieur de chaque système, les régimes monétaires proprement dits. Donc dans cette terminologie, il y a trois grands systèmes, où on peut distinguer d'un point de vue théorique trois grands systèmes monétaires. Donc le système des monnaies marchandises, le système des monnaies marchandises avec réserve fractionnaire, réserve bancaire fractionnaire, dont on a déjà parlé hier, et le système de papier-monnaie, ou monnaie scripturale décrétée par l'État. Et dans chacun de ces systèmes, il existe plusieurs types de régimes qui correspondent en général à différents types d'interventions étatiques. Donc dans le domaine monétaire ou bancaire. Alors, à côté des trois grands systèmes monétaires, juste pour mémoire, il existe aussi des régimes monétaires qu'on appelle non autonomes. Par exemple, le régime de ce qu'on appelle les caisses d'émission, currency boards en anglais, où le pays possède une monnaie mais qui a un taux de change fixe vis-à-vis d'une autre monnaie. Par exemple, à Hong Kong, le dollar de Hong Kong et le dollar américain, ou en Argentine, il y a eu une caisse d'émission à la fin du XXe siècle. Un peso argentin s'est changé contre un dollar américain. Et puis il y a un autre régime non autonome qui s'appelle la dollarisation. Donc ça consiste à utiliser une autre monnaie en parallèle avec la monnaie nationale ou même à la place de la monnaie nationale. Par exemple, aujourd'hui, le Monténégro, c'est un pays européen, donc d'Europe centrale, qui utilise l'euro, mais qui ne fait pas partie de l'Union économique ni de l'Union monétaire européenne, il utilise l'euro. Donc on appelle ce système la dollarisation, mais ça ne veut pas dire que l'autre monnaie, c'est forcément le dollar. Ça peut être l'euro, ça peut être une quelconque monnaie. Mais bon, ces ordres monétaires ou ces systèmes monétaires sont dérivés, non autonomes, et ils dépendent eux-mêmes d'un autre régime ou d'une monnaie autonome. Alors ensuite, il va s'agir de proposer des évaluations de ces régimes monétaires. Donc, en quoi consiste une telle évaluation? Et là encore, les économistes standards emploient des critères qui paraissent beaucoup trop étroits aux Autrichiens, et qui plus est des critères purement utilitaristes. Donc il y a par exemple un article de référence qui a été écrit par un économiste américain, Lawrence Ball, en 2010, où il essaie d'évaluer les régimes monétaires actuels, et sa méthode, ça consiste à effectuer une analyse statistique qui lie le régime monétaire, donc soit discrétionnaire, soit basé sur des règles, à trois indicateurs macroéconomiques. La production globale, le taux d'inflation, la moyenne, l'écart type, et le taux d'intérêt de long terme. Donc l'étude n'est pas inintéressante, hein, loin de là, mais la question morale du respect des droits de propriété n'est absolument pas abordée. La question de l'impact du régime monétaire sur l'accumulation du capital ou sur le fonctionnement du système bancaire, du système financier n'est absolument pas évoquée. Vous voyez, c'est une étude vraiment très étroite. Et donc du point de vue autrichien, l'analyse doit être beaucoup plus large, et je signale immédiatement le livre de référence sur l'éthique de la monnaie, c'est le livre de Guido Hülsmann, l'éthique de la production de monnaie. Donc j'ai ici la version anglaise, en anglais plutôt, et donc je signale qu'il existe une traduction en français, donc n'hésitez pas à vous référer. Je m'appuierai bien sûr sur ce livre à plusieurs reprises dans cette intervention. Et donc ça c'est un livre, je dirais par rapport aux approches standards, c'est un livre qui respire. Ce n'est pas un livre très étroit où on considère juste un seul type de système monétaire et un seul type d'analyse étroitement utilitariste, d'évaluation étroitement utilitariste de ces régimes. Donc un dernier point introductif, bien entendu il ne s'agit pas du tout ici de faire un exposé pointu, au contraire, faire apparaître un
un tableau aussi large que possible pour dégager une vision d'ensemble sur la question monétaire. Alors je commence par le premier type de système monétaire, les monnaies marchandises, avec des réserves bancaires non fractionnaires, avec 100% de réserve au départ. Donc on a une première forme d'échange, historiquement, qui est le troc, donc l'échange direct de biens utiles, sans l'intermédiaire de la monnaie. Et Karl Menger, le fondateur de l'école autrichienne, a présenté une explication classique de l'apparition de la monnaie, de la façon dont les agents commencent à avoir recours à des biens intermédiaires, qui possèdent certaines qualités qui les rendent plus liquides que d'autres, et comment cette caractéristique de liquidité se renforce par un processus de causalité circulaire, jusqu'à ce que ces biens, ou au moins certains d'entre eux, en viennent à être généralement acceptés dans l'échange, et à ce moment-là, ils deviennent des monnaies au sens propre du terme. Donc l'utilisation de biens intermédiaires dans l'échange, et finalement de la monnaie, permet de surmonter les deux grands obstacles de l'échange de troc, à savoir la double coïncidence des besoins et l'indivisibilité de certains biens de grande taille. Alors les biens qui finissent par servir de monnaie sont toujours au départ des biens valorisés pour un usage non monétaire. Leur qualité en termes de valeur, de divisibilité, de durabilité, de transportabilité les rendent propices à servir d'intermédiaires généralisés entre les échanges. Ensuite, l'existence de monnaie permet de multiplier les possibilités d'échange et donc d'intensifier considérablement la division du travail et par suite aussi la productivité du travail. Nous n'aurions jamais pu atteindre le niveau de vie qui est le nôtre aujourd'hui sans cette division du travail très poussée et donc sans utiliser des monnaies. Donc le premier système monétaire, c'est celui des monnaies marchandises. Les biens qui servent de monnaie sont aussi des marchandises qui possèdent une utilité non monétaire. Historiquement, les sociétés qui ont développé l'utilisation de la monnaie ont eu recours aux biens qui se trouvaient dans leur environnement. Ça pouvait être les têtes de bétail, des blocs de sel, des coquillages rares, des plumes de perroquet, des graines de cacao, des fourrures, etc. Mais au fur et à mesure du développement économique progressif, puis de l'apparition d'échanges entre grandes zones géographiques, les métaux précieux, l'or et l'argent, se sont avérés constituer les marchandises les plus propices pour servir de monnaie. Ce sont celles qui possèdent au plus haut point les caractéristiques requises pour servir d'intermédiaire universel entre les échanges. Quelle évaluation morale peut-on faire de ces monnaies marchandises? Murray Rothbard, dans son traité de philosophie politique, s'appelle L'éthique de la liberté, a très bien montré que les principes de base de la propriété privée et de la liberté contractuelle sont parfaitement compatibles avec un système de monnaie marchandise. Donc je rappelle ces principes. Chacun est propriétaire de son propre corps, de son travail, des ressources naturelles préalablement non utilisées auxquelles il a mélangé son travail, ce qu'on appelle en anglais le homesteading, des biens produits donc en combinant son travail dont il est propriétaire et ses ressources naturelles, et également, et finalement, des biens qu'il reçoit lors d'un échange mutuellement volontaire effectué entre propriétaires légitimes. Avec l'apparition de la monnaie, les principes ne changent pas d'un pouce. Les monnaies sont par exemple extraites du sol, s'ils sont des métaux précieux. Ainsi, elles sont légitimement possédées par leur premier propriétaire, puis elles se diffusent par des échanges mutuellement volontaires entre propriétaires légitimes. Donc la production et l'utilisation de la monnaie marchandise sont parfaitement compatibles avec un ordre fondé sur la propriété privée et la liberté contractuelle. Et d'un point de vue utilitariste, par ailleurs, l'économie monétaire apporte les avantages que j'ai signalés, bien connus, du point de vue de la division du travail. Alors ensuite se pose, dans le système des monnaies marchandises, la question des certificats de monnaie. Et ces certificats, ils peuvent être physiquement intégrés à la monnaie sous forme de pièces, ou alors détachés de la monnaie, comme des billets ou des chèques convertibles à vue en monnaie marchandise. Donc là aussi, vous trouvez des développements dans le livre de Guido Husmann, qui explique que la production de certificats de monnaie intégrés à la monnaie peut poser un problème moral, qui était déjà souligné dans la tradition scolastique. Les noms des pièces, en fait, ne doivent pas être exprimés en pure unité de poids. Ils doivent être des noms spécifiques qui en indiquent la provenance, c'est-à-dire en fait l'orfèvre ou le bijoutier ou l'entreprise qui a produit ces pièces de monnaie. Bien sûr, ils doivent aussi indiquer la teneur en métal précieux, en or ou en argent, mais en fonction du degré de confiance qu'on accorde aux producteurs de pièces,
la valeur de la pièce ne sera pas tout à fait la même si les écarts sont relativement faibles. Dans le cadre de l'utilisation d'une monnaie marchandise, il existe plusieurs régimes monétaires, et comme je l'ai dit tout à l'heure, qui correspondent à différents types d'intervention de l'État. Le premier régime, c'est le monométallisme. Donc c'est lorsque le gouvernement sélectionne l'une des monnaies marchandises, par exemple soit l'or, soit l'argent, pour en faire la monnaie officielle, ou pour lui donner un cours légal ou forcé. Donc à certaines époques, des gouvernements ont imposé un monométallisme, soit l'or au détriment de l'argent, soit l'argent au détriment de l'or, etc. Comment expliquer ce type de restriction? Probablement par un souci de simplification, d'homogénéisation monétaire, sans doute plus facile de calculer et de collecter les impôts, par exemple, s'il n'y a qu'une seule monnaie. Mais d'un point de vue moral, le cours forcé est difficilement défendable, dans la mesure où il restreint les choix monétaires et la liberté contractuelle des consommateurs. Il réduit donc les services rendus par la monnaie. Et il n'y a pas de raison de penser que l'avantage en termes de simplification surpasse l'inconvénient de devoir renoncer à une monnaie dont l'utilité était démontrée par le fait que les gens l'utilisaient, tout simplement. En outre, au moment où l'État impose un monométallisme, on passe d'un système, par exemple l'or et l'argent circulent, sont utilisés en parallèle comme monnaie, à un système où une seule de ces deux monnaies est utilisée, il y a un double mouvement d'inflation et de déflation. La monnaie qui obtient le cours légal bénéficie d'un surcroît de demande, donc elle va être importée vers le pays, sa quantité va s'accroître, et celle qui perd le cours légal, au contraire, bénéficie d'une baisse de la demande, va être exportée, sa quantité va diminuer, et donc on va avoir un phénomène d'inflation et de déflation, bien expliqué également dans le livre de Guido Hüttner. Donc ça c'est le premier régime. Le deuxième régime, c'est le bimétallisme. L'or et l'argent, où il peut y avoir davantage de monnaie, ça peut être d'autres métaux éventuellement, circulent côte à côte, mais le gouvernement impose un taux d'échange fixe entre les deux monnaies. Alors ce système de bimétallisme pose un problème qui est bien connu, c'est que souvent le taux administrativement fixé ne correspond pas aux valeurs respectives des deux métaux ou des deux monnaies. L'une d'elles est artificiellement surévaluée et du coup l'autre est artificiellement sous-évaluée. Donc les gens vont avoir tendance à utiliser sur place la monnaie qui est surévaluée et importer celle qui est sous-évaluée, ce qui donne naissance à la fameuse loi de Gresham, la mauvaise monnaie chasse la bonne, qui n'est rien d'autre qu'une illustration dans le domaine monétaire des effets pervers du contrôle des prix, en l'occurrence le contrôle du prix d'une monnaie à une autre. Ensuite, vous avez un troisième régime, si on peut le qualifier de régime, le plus mauvais possible dans un système de monnaie marchandise, c'est celui de la dévaluation pure et simple. C'est lorsque le gouvernement s'arroge le droit de réduire la quantité de métal précieux dans des pièces ayant cours forcé, sans en modifier la dénomination. Cette politique, si on peut l'appeler ainsi, permet à l'État de rembourser plus facilement ses dettes, surtout s'il produit lui-même les pièces en question, mais elle est évidemment extrêmement critiquable du point de vue moral. Elle favorise injustement les emprunteurs au détriment des prêteurs, et elle est d'autant plus injuste que la dévaluation a été moins bien anticipée. Elle risque aussi de décourager l'épargne, donc l'investissement, et donc d'affecter négativement les niveaux de vie. Donc voilà pour le système de monnaie marchandise, brièvement, les différents régimes qui s'y attachent. Alors maintenant on passe au deuxième grand système, les monnaies marchandises avec réserve bancaire fractionnaire. Alors grâce au fractionnement des réserves, les banques prêtent une partie des dépôts de leurs clients. Et ceci donne lieu à une création monétaire, vu que la monnaie est utilisée à la fois par les emprunteurs, auxquels la banque prête l'argent des déposants, mais elle est également utilisée par les déposants, puisqu'ils considèrent que cette somme de monnaie est sur leur compte, et donc fait partie de leur encaisse liquide. Le principe même du fractionnement des réserves est discutable à la fois d'un point de vue déontologique et d'un point de vue utilitariste. Historiquement, il semble être apparu comme une fraude commise par des banquiers, faisant croire à leurs clients qu'ils maintenaient des réserves à 100%, alors que, secrètement et discrètement, ils prêtaient à intérêt une partie de l'or. Bien sûr, en cas de panique bancaire dans ce système, si les déposants se précipitent au guichet de la banque ou des banques pour récupérer leurs dépôts, ils ne pourront pas en récupérer
l'intégralité, et même éventuellement, ils pourront perdre la totalité de leur stock de monnaie. Donc un strict respect du principe de la propriété privée impose, selon Rothbard, l'interdiction du fractionnement des réserves. Mais Rothbard ne se place pas seulement du point de vue de la théorie de la justice, il ajoute que le fractionnement des réserves accroît la quantité de monnaie en abaissant artificiellement le taux d'intérêt, ce qui produit un malinvestissement dans le système, un déséquilibre, qui risque de déboucher sur une crise économique, et si la crise économique survient, la panique bancaire est inévitable et le système s'effondre. Mais historiquement, lorsque de telles paniques se sont produites, c'était avant l'avènement du papier-monnaie, les gouvernements sont intervenus pour sauver le système bancaire en relevant les banques de leur obligation contractuelle de convertibilité. Alors, le point de vue de Rothbard est partagé par beaucoup d'auteurs actuels de l'école autrichienne, mais ne fait néanmoins pas l'unanimité. Alors hier, Guido Hülsmann a dit que les économistes anciennement de l'école autrichienne qui ne partageaient plus, enfin, qui étaient favorables au fractionnement des réserves, ne faisaient plus partie de l'école autrichienne. Je ne sais pas, j'ai un petit doute, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure. Eux-mêmes qui se... Eux-mêmes s'en sont exclus. C'est pas une exclus. exclusion de la part des autres, mais c'est eux-mêmes qui disent on n'est pas des économistes autrichiens. D'accord. George Selgin, Oui. c'est vrai qu'il a toujours été un petit peu à part. Même chose pour Laurence White. Lawrence White, Même chose. ouais. Donc il ne dit plus je suis un économiste autrichien. Ce n'est pas un label Oui, bien sûr. monopolisé, donc on va pas. Vous ne faites pas partie, mais eux ils disent. Mais il y a également d'autres auteurs, Steve Horwitz, je pense, qui se définit davantage comme un économiste autrichien. Alors disons que ce sont des économistes qui remettent en cause leur label d'économiste autrichien, mais précisément peut-être à partir de cette question et sur ce point. Peut-être pas tellement sur les autres. Alors, je reprends quand même les arguments des auteurs qui sont favorables, cette fois-ci, au fractionnement des réserves. Leur argument, c'est que les déposants savent, en fait, que les banques fractionnent les réserves et sont donc d'accord avec ce fractionnement, puisque en fractionnant les réserves, les banques peuvent faire davantage de profit et donnent à leurs déposants un certain nombre d'avantages. Elles ne leur font plus payer, par exemple, les frais de dépôt, voire même elles peuvent rémunérer les dépôts. Donc, selon Selgin, White, etc., ces clients sont parfaitement au courant des pratiques bancaires, puisqu'ils touchent un intérêt sur leurs dépôts, dans le meilleur des cas. Et donc, il n'y a pas de fraude, mais plutôt un choix conscient, volontaire de la part des déposants d'utiliser les services des banques à réserve fractionnée. Et pour Selgin et les autres, le fractionnement des réserves est non seulement éthique, ne pose pas de problème éthique en tout cas, mais il améliore le fonctionnement du système monétaire, puisqu'il permet d'adapter la production de monnaie à la demande. En temps normal, dans un système de réserve fractionnaire, une fois que le multiplicateur monétaire a joué son rôle et que les substituts de monnaie ont été créés, il est très risqué pour une banque de prendre seule l'initiative de créer des substituts monétaires supplémentaires, donc de créer de la monnaie supplémentaire. Et la raison, c'est qu'une banque qui créerait un supplément de substituts, un supplément de billets, par exemple, sans contrepartie sous forme de monnaie marchandise, subirait des retraits accrus de monnaie marchandise de la part des autres banques, les échanges interbancaires, et donc mettrait sa liquidité en danger. Il pourrait venir un moment où elle ne pourrait plus faire face à ses obligations contractuelles de convertibilité, car elle n'aurait plus assez de monnaie marchandise dans ses coffres. Mais, nous expliquent Selgin et ses collègues, si on est dans un contexte où la demande de monnaie, et en fait, ce qu'il veut dire par là, c'est la demande de substituts de monnaie, s'accroît, les gens ne vont plus demander à convertir les substituts de monnaie marchandise. Donc ils vont conserver plus longtemps ces substituts, c'est ainsi que se manifeste l'augmentation de la demande de monnaie, les taux de réserve bancaire vont s'accroître et les banques pourront se permettre de créer davantage de monnaie. Donc on est, selon eux, dans un système où si la demande de monnaie augmente, les banques vont être en mesure, sans mettre en danger leur liquidité, d'accroître la production de monnaie. Donc on va répondre à une augmentation de la demande de monnaie par une augmentation de la quantité de monnaie, c'est-à-dire par la création monétaire. Et inversement. Et selon eux, l'autre argument, c'est que c'est un système qui n'est pas instable, puisqu'il a existé, ou il aurait existé, c'est encore un peu délicat, et fonctionné convenablement pendant des décennies dans certains pays. Alors de l'autre côté de la barrière, les économistes autrichiens hostiles au fractionnement contestent chacun des arguments qu'on vient d'entendre.
Et ma réaction en lisant ces débats, je ne suis pas spécialiste de ces débats sur la question des fractionnements, mais mon sentiment c'est que les deux groupes ne parlent peut-être pas exactement de la même chose. Et du côté des partisans du fractionnement des réserves, à partir du moment où il est question de rémunérer des dépôts, il me semble que ce ne sont plus des dépôts à proprement parler. Parce que si le déposant, et là je commence à mettre des guillemets autour du mot déposant, c'est que la monnaie qu'il a déposée est prêtée, la meilleure preuve c'est qu'il récupère en échange un taux d'intérêt sur un dépôt, qui devrait normalement ne rien rapporter du tout, ça devrait être simplement la monnaie. Bon. À ce moment-là, c'est plus vraiment un déposant, et le dépôt n'en est plus vraiment un. Le déposant se transforme en fait en épargnant, mais on est dans une situation, on est un petit peu dans le flou là. Il se transforme en épargnant et il sait très bien en réalité que son dépôt subit un risque de disparition, puisque si la banque prête son dépôt, eh bien, elle peut faire des mauvais placements, les entreprises auxquelles elle a prêté font faillite, l'argent est perdu et son dépôt a disparu. Donc ici en résumé, on voit que le jugement porté au sein de l'école autrichienne ou des auteurs anciennement de l'école autrichienne et qui restent un petit peu sur le pas de la porte ou qui sont en train de sortir. Le jugement est profondément contrasté, aussi bien d'un point de vue moral, est-ce qu'on a fraude ou est-ce qu'on n'a pas fraude, que du point de vue d'efficacité, est-ce qu'on a affaire à un système monétaire fragile ou solide. J'étais l'année dernière à une conférence aux États-Unis où j'écoutais justement Lawrence White qui expliquait que c'est un système, c'est la sound banking, le système sain, solide. C'est un système de réserve fractionnaire, mais de banque libre, hein, sans banque centrale. Donc un système où les banques sont responsabilisées, c'est de ça dont je vais parler tout de suite. Là, il faut que je me dépêche, j'ai beaucoup de temps. Alors, donc dans ce système de réserve fractionnaire, on peut distinguer deux régimes. Le véritable régime de la banque libre, dans lequel il n'y a pas de banque centrale et dans lequel l'État n'intervient absolument pas. Bon, peut-être pour autoriser le fractionnement des réserves, mais pas au-delà. Les banques sont responsables si elles ne peuvent plus faire face à leurs obligations contractuelles de convertibilité en monnaie marchandise, elles font faillite et elles disparaissent. Il y a quand même, je dirais, un garde-fou, un frein aux risques qui sont pris par les banques. Si en revanche, il y a un embryon de banque centrale ou si le gouvernement se mêle de commencer à intervenir dans le système bancaire, si une banque ou un groupe de banques risque de faire faillite, à ce moment-là, les banques seront incitées, sachant qu'elles vont être secourues par le gouvernement, seront incitées à prendre davantage de risques. Et c'est bien là le problème qui se pose avec les réserves fractionnaires. C'est que leur existence risque à plus ou moins long terme de nous happer vers la monnaie de papier. Partant d'un système de banque libre, une banque à elle seule ne peut pas réaliser efficacement une expansion du crédit. Mais si toutes les banques se mettent d'accord, elles peuvent effectuer en commun une expansion du crédit, donc elles vont se rapprocher en fait, c'est leur intérêt, éventuellement former un cartel qui pourra finir par être dominé par quelques banques particulièrement puissantes qui forment en fait à leur tour les prémices d'une banque centrale. Et à supposer qu'une banque centrale se constitue, elle va rapidement jouer le rôle de prêteur en dernier ressort, s'acoquiner avec les politiques, qui vont suspendre la convertibilité des billets en monnaie marchandise en cas de problème de liquidité, et finalement conduire par une pente presque irrésistible à la suspension définitive de la convertibilité, c'est-à-dire conduire au papier-monnaie. Bon, la tendance n'est pas inéluctable, les cartels sont relativement fragiles, mais on voit bien que s'il apparaît dans un système monétaire des banques puissantes qui peuvent discuter de façon privilégiée avec les politiques, on voit mal comment on va éviter de dériver vers le système de banque centrale et de papier. Et donc nous en arrivons à ce troisième grand système, la monnaie de papier. Et techniquement, la monnaie scripturale décrétée par l'État. Donc là, la convertibilité des billets et des comptes chèques ou autres en monnaie marchandise est supprimée. La monnaie devient purement scripturale. C'est le système dans lequel nous vivons depuis la fin de la convertibilité hors du dollar en 1971. Donc c'est un système relativement récent. Les Autrichiens sont très sévères vis-à-vis de ce système. Et de ce point de vue, sont tout à fait dans la continuité des classiques du XIXe siècle, comme ça a été dit hier lors du repas. Par exemple, John Stuart Mill, le grand économiste classique, dans ses principes d'économie politique, en 1848, craignait déjà la dépréciation
sans limite de la monnaie dans ce système et considérer qu'investir qui que ce soit d'un tel pouvoir de fonder et de manipuler une monnaie purement scripturale, était un mal intolérable, intolerable evil. Et il dit ceci, j'ai traduit sa phrase, dans ce système de monnaie purement scripturale, les émetteurs de monnaie peuvent avoir, et dans le cas d'une monnaie papier du gouvernement, ont toujours un intérêt direct à l'abaissement de la valeur de la monnaie, parce que c'est le médium en lequel leurs propres dettes sont calculées. Donc là, on a un système où le gouvernement décrète une monnaie de papier, puis favorise sa création plus ou moins massive en vue de réduire le poids de sa propre dette. Et toute ressemblance avec une situation actuelle ne serait absolument pas fortuite. C'est quelle époque ça? 1848. Donc, on peut dire qu'on a beaucoup oublié depuis cette époque, hein. On a beaucoup perdu du point de vue de l'économie, mais heureusement l'école autrichienne justement se situe dans la continuité et nous rappelle ce message qui était parfaitement compris, parfaitement expliqué par les économistes classiques. Alors, un autre problème de la monnaie scripturale, c'est qu'elle n'est jamais choisie volontairement par les gens, elle est toujours imposée par les États. Et pourquoi les gens ne choisissent-ils jamais une monnaie de papier de préférence à une monnaie marchandise? Parce que cette monnaie de papier subit toujours un risque d'hyperinflation. Le jugement moral est donc sans appel. Une monnaie de papier implique une violation massive des droits de propriété et de la liberté contractuelle, non seulement au moment où la mesure est mise en place, mais également par la suite quand elle fonctionne au profit des États et des banques commerciales, comme on le voit à l'heure actuelle. Quels sont les arguments maintenant des partisans du papier-monnaie, donc en dehors de l'école autrichienne, puisqu'ici, même les auteurs dont on a parlé tout à l'heure favorables au fractionnement des réserves, comme George Selgin, Lawrence White, etc., sont très hostiles à la monnaie, à une monnaie purement scripturale. Ils sont favorables à une monnaie de marchandise. Donc là, on est vraiment, pour les auteurs partisans, les économistes partisans du papier-monnaie, on est vraiment et incontestablement en dehors de l'école autrichienne. Donc les arguments sont tous des arguments utilitaristes, puisqu'on voit mal comment on pourrait défendre le principe de la monnaie scripturale sur une base strictement morale. Grâce à une monnaie scripturale, on économise sur les coûts de production, puisqu'on remplace des monnaies très coûteuses à produire par une monnaie qui semble presque gratuite. C'est un très ancien argument, puisqu'il remonte à Adam Smith et à David Ricardo. Mais on s'aperçoit qu'en réalité, la gratuité du papier-monnaie est une illusion. Quand on fait le compte, comme c'est fait ici dans le livre, de l'ensemble des personnels qui sont utilisés aujourd'hui, employés plus exactement aujourd'hui dans les banques centrales du monde entier, on atteint des centaines et des centaines de milliers de personnes qui travaillent dans les banques centrales. Et en plus de ça, on continue à miner de l'or et de l'argent, et donc on a ce coût supplémentaire. D'accord ? Donc l'idée que les monnaies scripturales seraient des monnaies gratuites par rapport aux monnaies or et argent qui seraient des monnaies coûteuses est un argument qui est beaucoup moins fort qu'il ne pourrait le sembler a priori. Alors l'autre argument des partisans du papier-monnaie, bien sûr, c'est que ce système monétaire permet de mettre en œuvre une politique monétaire. Et selon eux, si cette politique monétaire est correctement conduite, elle permet d'améliorer la situation économique, par exemple d'augmenter le taux de croissance économique, d'atténuer les dépressions lorsqu'elles surviennent ou de nous faire sortir plus rapidement des dépressions lorsque nous les subissons. Alors, dans la situation actuelle, on est quand même bien placé pour savoir que cet argument, encore 5 minutes, que cet argument est tout à fait discutable. Donc, l'un des résultats majeurs de l'école classique, repris par l'école autrichienne, c'est que la quantité de monnaie qui existe dans un système économique n'a pas d'importance. Une plus grande quantité de monnaie ne va pas rendre davantage de services monétaires. Une plus petite quantité de monnaie ne va pas rendre moins de services monétaires. Une plus grande quantité de monnaie va simplement avoir tendance à faire monter davantage les prix. Et dans ces conditions, si on augmente la quantité de monnaie, on n'améliore pas la situation économique, on se contente, et ça c'est un message aussi qu'on retrouve très explicitement chez John Stuart Mill, de redistribuer les richesses dans la société en faveur de ceux qui sont près de la source de la création monétaire. Donc on n'enrichit pas la société, on a l'impression qu'on l'enrichit si on regarde justement les gens qui sont près, qui sont à la source de la création
monétaire, mais on ne voit pas les effets d'appauvrissement qui sont subis par ailleurs dans les points plus éloignés du système économique. Alors, comme je l'ai dit, dans le cadre d'une monnaie scripturale, donc la Banque centrale joue un rôle majeur, bien entendu, et il y a deux types de régimes monétaires, le régime discrétionnaire et le régime où la Banque centrale est censée suivre des règles. Alors, je traite immédiatement le cas du régime discrétionnaire parce qu'il est évidemment le plus critiquable. Donner carte blanche à des fonctionnaires pour manipuler, au gré de leurs théories économiques plus ou moins erronées, la quantité de monnaie et le taux d'intérêt, comme on le dit ironiquement en anglais, what could possibly go wrong? Voilà. Or, selon les théoriciens de l'école autrichienne, la principale représentante de cette politique discrétionnaire, c'est la Réserve fédérale des États-Unis. À chaque fois qu'on lit les textes des auteurs actuels, quand ils parlent d'une politique monétaire discrétionnaire, c'est la Fed, c'est la Réserve fédérale américaine. Beaucoup plus que les autres banques centrales. Donc selon les théories de l'école autrichienne, la Fed est à l'origine, de par des manipulations massives de la quantité de monnaie et des taux d'intérêt, de la crise des subprimes et ensuite de la crise financière de 2008. Et donc au lieu, bien loin, je dirais, de stabiliser l'économie et de promouvoir l'emploi, elle a gravement déséquilibré le système et saboté en profondeur le marché du travail. Donc les autres régimes dans le système de monnaie papier, ce sont des régimes basés sur des règles. Et donc ici, la politique de la Banque centrale consiste, en termes techniques, à cibler une variable nominale et à manipuler la quantité de monnaie pour atteindre la cible. Il existe un certain nombre de règles différentes possibles. Par exemple, on a le ciblage, premier régime, le ciblage de la quantité de monnaie. Donc la Banque centrale décide, par exemple, d'augmenter la quantité de monnaie à un rythme constant. Ça, c'est une politique qui était encore utilisée, plus ou moins, par la Suisse, par l'Allemagne à la fin du XXe siècle, mais aujourd'hui, plus aucun pays développé n'utilise cette politique. Donc le ciblage de la quantité de monnaie, premier type de régime. Ensuite, vous avez le régime de ciblage d'inflation. Donc la Banque centrale cible un taux d'inflation et essaie de maintenir le taux d'inflation à ce niveau. En particulier, c'était le fameux programme de Fischer au début du XXe siècle, cibler un taux d'inflation nul, c'est-à-dire un niveau des prix qui reste stable au cours du temps. Vous avez également un autre régime qui est la régulation du taux d'échange entre plusieurs monnaies, essayer de maintenir un taux d'échange fixe entre un certain nombre de monnaies. C'était le serpent monétaire européen à l'époque, il y a quelques dizaines d'années. Et un nouveau type de ciblage qui serait le ciblage du PIB nominal. Alors, bon, les arguments les arguments moraux en critiquant la monnaie de papier ont déjà été évoqués. Quels sont les arguments utilitaristes, pour terminer, qu'on pourrait avancer en faveur de ces différentes règles? Bon. Je dirais que si on instaure un système vraiment strict de règles monétaires, comme ce qu'on vient de voir, ciblage d'inflation, ciblage de la quantité de monnaie, etc., on ne voit pas très bien pourquoi avoir abandonné le système des monnaies marchandises. Si c'est pour enserrer la Banque centrale dans une règle aussi stricte, autant garder les monnaies marchandises, on ne voit pas trop l'intérêt. L'intérêt des monnaies de papier, c'est au contraire de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc de pouvoir faire une politique discrétionnaire. Et on voit bien que même si, au départ, la Banque centrale ou les politiques disent, voilà, une telle règle monétaire doit être suivie, ciblage de la quantité de monnaie, de l'inflation, etc., on voit très bien que dès que va survenir une crise économique, la Banque centrale, et le gouvernement sera d'accord, la Banque centrale va dériver vers une politique discrétionnaire. C'est tellement facile avec une monnaie. Du point de vue, je dirais, plus fondamental, je n'ai pas le temps de développer du tout, mais on en reparlera au cours de ces journées. Toutes ces politiques sont des politiques macroéconomiques, et du point de vue de l'école autrichienne, elles perdent complètement de vue le fonctionnement du système des prix, l'aspect de coordination décentralisée du système des prix, et également la structure du capital du système économique. Pour fonder ou pour expliquer toutes ces politiques, on fait des raisonnements très généraux, très macroéconomiques, qui sont formellement et fondamentalement contestés par l'école autrichienne depuis bien longtemps, depuis von Mises, Hayek, etc. Et donc, le désaccord
et très profond vis-à-vis des monnaies de papier, non seulement du point de vue moral, mais également du point de vue de la théorie économique. Ces politiques n'atteindront pas les objectifs qu'elles visent parce qu'elles méconnaissent en fait le fonctionnement du système économique et le désaccord au fond entre les économistes de l'école autrichienne et les économistes standards. Ils portent sur ce fonctionnement du système économique. Donc voilà pour cette présentation très générale dans cette séance d'ouverture. Je vous remercie de votre attention.